Le programme d'investissement forestier du Burkina Faso met l'accent sur la promotion des bonnes pratiques agro-silvopastorales de gestion durable des terres. Dans le secteur de l'élevage, les ressources ligneuses fourragères font l'objet d'une surexploitation, notamment en saison sèche pour alimenter le bétail, entraînant ainsi la dégradation des forêts et par moments des altercations entre éleveurs et agents forestiers. Fort heureusement, il existe encore des producteurs modèles qui s'investissent dans les bonnes pratiques en matière d'élevage. Isaka Kinore, résident à Kokologo, village situé à une 50aine de kilomètres à la sortie ouest de Ouagadougou, fait partie de cette catégorie d'éleveurs. Propriétaire d'une 50aine de bovins et d'une centaine de petits ruminants, la fauche et la conservation du fourrage naturel constituent les principales activités de M. Kinore, en plus de l'élevage. Mais quel avantage tire-t-il dans ces activités? Yamda Wuruba, Agnora Yakateka, Tenketon Poahua, Himpawdi, Abaton 3 millions. Tenketon Porton Baton 3 millions. Les meilleurs ton Nige. Zakana Mime, Titon Yamda Nengan Wang, Wuruba, Ahawane Zakapoa, Patien Torsi, parce que Tibouin, Awane Nige. Ni ya yimbo yibe soba ya wanyam henya obiyelam tiri tikla bimbeda ni gendi tin tikti pongo ma no ya lenda ila mam hantal yam tam nan kien tilwiton kamana ti hayita kama kanga teka kabe makadi ton ne barata ne heje ne pila zakka la brade ditame ton wani ga ne pina la zakka be famiro ton baten sar kamane donc ronde yeye menga kamana han koton hanandi ya yuma bi ton baten sayi kajet hambe ya hampa yam tum tiam na television ya la ya bwen ya yam da hambe ki ni ga tuen wa mois de mars ton na pa yité o bien habe nendité. La fauche et la conservation du fourrage naturel permettent de mettre à la disposition du bétail du fourrage de qualité en quantité suffisante pendant la saison sèche, améliorant ainsi les productions animales et réduisant la pression des animaux sur les ressources forestières. C'est également une opportunité d'affaires pour les producteurs modèles comme Isaka Kinori. Mais avant de procéder à la fauche, il est important de connaître les espèces qui sont apputées par les animaux. Allons donc à la découverte de quelques espèces fourragères prisées par les animaux. Pata lunguba yempa nongwaye peso nongwa me bourwa na fo surtout wanti da wede moché. Nous avons par exemple à côté ici cette espèce qu'on appelle le Rotbuelia exaltata, Kawanyaga amore. Donc quand vous prenez cette plante, elle se caractérise effectivement par des feuilles assez larges comme de l'andropogon. Elle se caractérise également par des grains que vous voyez ici qui peuvent se détacher comme si c'était du riz. D'autres disent que c'est l'arbre à cheval. Vous pouvez la reconnaître également par les racines. Quand vous voyez qu'il y a une racine principale qui est sur le sol et vous voyez qu'il y a des racines secondaires qui partent de la plante pour rejoindre le sol. Donc ça c'est un signe caractéristique également qui permet de reconnaître cette plante. Une des meilleures espèces pour ce qui est de l'aliment du bétail au Burkina et qui est rare, qui est actuellement protégée par les producteurs même qui connaissent bien sa valeur, est l'Andropogon gayanus. On appelle ça Mopoko amore. Donc c'est cette plante-là qui est utilisée pour faire les secos. Celle-ci, comme je l'ai dit tout de suite là, et le Penicillatum amore, on appelle ça Kimogo, qui est également très bien apputé par les animaux. Mais celle-ci est mieux, elle est la première en matière d'éléments nutritifs par rapport à celle-ci qui est très très répandue au Burkina Faso. Mopoko, c'est le nom amore. Et celui-ci, le nom amore, c'est le Kimogo. C'est une plante nommée Péritrophée bicalyculata. C'est une espèce très appétée par notamment les chèvres et les moutons, en plus les bœufs. Mais elle est rare. Elle est fréquente lorsqu'il y a des zones semi-inondables. Cette espèce, on l'appelle Bracharia alata. C'est la famille des gens Bracharia. Donc Bracharia est très bien appétée par les animaux sous toutes ses formes à n'importe quel stade. Une des espèces également très bien appétée, c'est le Zornia glaucidiata. On appelle ça amore nantunkuli. Nantunkuli parce qu'effectivement, il a des grains qui ne tardent pas à se coller effectivement au pantalon, aux pieds et même aux pattes des animaux. Ce qui fait que lorsque ça suit les animaux, ils peuvent les disséminer partout dans l'environnement.
elle est très riche également en matière azotique digestive. Une chose est de connaître les espèces fourragères apputées par les animaux, une autre est de savoir comment les faucher. Le défi à ce niveau est de procéder au prélèvement sans porter atteinte à la capacité de l'espèce à se renouveler. Alors comment faucher une espèce fourragère à la faucille tout en lui laissant des chances de survie? Comme nous le disons toujours, il faut toujours faucher au stade où on est à l'épiaison. Il ne faut pas laisser la plante atteindre ce stade avant de faucher. La hana wurwa poli que la nubi le mak tianga ne woto no wa wuro ha na sa da bonda 5 cm la ha ya tondo ya nubi lu wolom nyama mak nubi le woto bala ngade mikilem tia boto teka donc tenien yam ha wuro wa nubi le woto teka nyaka nyamiame regarde pas tout dit pas fi. Avant de procéder à la fauche du fourrage naturel, il faut inspecter les lieux afin de s'assurer qu'il n'y a pas de reptiles dangereux ou tout autre objet constituant un obstacle pour la fauche. Il existe plusieurs outils pour faucher du fourrage naturel. Sur ces images, la fauche se fait avec une débroussailleuse. Là également, il faut faucher les parties supérieures du fourrage et laisser les parties racinaires pour que l'espèce puisse repousser à la prochaine saison. Le même principe est utilisé lorsqu'il s'agit de faucher avec une faux. Mais dans ce cas précis, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre? Après la fauche du fourrage naturel, il faut procéder à son fanage. Le choix du lieu du fanage est très important. Les moments auxquels il faut étaler et retourner le fourrage sont tout aussi stratégiques. La finalité, c'est d'avoir un foin de bonne qualité. Mais comment y parvenir? Pour le fanage, il faut chercher un sol surélevé, bien drainé, où il n'y a pas de l'eau qui pourra stagner en bas. L'eau ne doit pas rester dans cet endroit parce que si vous étalez que l'eau reste, l'humidité va remonter. Donc nous allons trouver un sol, par exemple comme celui-ci, qui est bien sec, c'est un caillou ici, et nous allons étaler le foin. Comme nous l'avons dit, il faut le faire le matin avant 11 h. Si vous fauchez le foin le matin avant 11 h que vous l'étalez, le soleil a le temps de battre votre foin pour qu'il puisse se faner. Et après, nous allons procéder au retournement autour de 14 h. Actuellement, il est 16 h. Je vois que notre foin actuellement, il est dans un très bon état. Parce qu'un foin qui a été bien fané doit être assez sec sans être cassant. On peut le plier, il y a la souplesse. Cela montre que le foin a très bien fané. Il n'y a plus de l'eau dedans et il n'est pas cassant. L'étalage et le fanage du fourrage doivent tenir compte des aléas climatiques. Il est possible de protéger le foin étalé contre les pluies. Pour cela, il faut faire des tas de foin de bonne qualité qui seront recouverts avec de la paille séchée, un produit dépourvu de valeur nutritive. À la fin du processus de fanage, la paille qui sert de couverture peut être enrichie à l'urée pour lui redonner ses valeurs nutritives. Mais comment s'assurer que la meule de foin recouverte par la paille n'a pas été détériorée par un quelconque facteur? Lorsque je rassemble mon foin le soir, après l'avoir mis en tas et couvert avec de la paille, le lendemain matin, je vais vérifier à l'intérieur en mettant la main. Lorsque c'est toujours frais, comme c'est le cas, ce qui veut dire que mon foin est toujours de bonne qualité. Alors que si je viens trouver que c'est chaud à l'intérieur, cela veut dire que mon foin est en train de se détériorer, il est en train de pourrir. Après 2 jours de fanage du foin, il faut procéder à la mise en botte compactée. Il existe plusieurs outils de mise en botte compactée du foin, mais nous allons nous attarder sur 3 d'entre eux. Le premier outil est la botteleuse manuelle en bois. Cette botteleuse comprend essentiellement 2 parties. Il y a le cylindre dans lequel la boîte sera compactée. Il y a l'entrée ici par laquelle on va faire entrer le foin à l'intérieur. Et il y a une sortie par là, l'ouverture par laquelle le foin va sortir. Là, ça sera la sortie. Maintenant, pour faire les bottes, nous allons utiliser des ficelles. Pour économiser la ficelle, vous allez prendre la dimension du cylindre. Le cylindre, c'est cette partie de la botteleuse. Et lorsque le fil est trop long, vous allez faire des pertes sur le cou du fil. Alors que le cou du fil rentre
dans le coût de revient de la boîte. Donc je fais le tour du cylindre et je coupe mon fil à ce niveau pour être sûr qu'effectivement cela va pouvoir suffire pour attacher la boîte sans trop déborder, parce que lorsque ça déborde 10 cm, 10 cm, 1000 boîtes, ça vous fera 100 mètres et vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc nous allons détacher les fils là en deux pour toujours économiser, parce qu'une seule ficelle suffit pour le poids de la boîte. Et l'autre élément, pour faciliter, lorsque nous allons attacher, nous allons faire des nœuds coulants à chaque bout. Un nœud coulant simplement, comme ça, pour faciliter quand nous allons attacher la boîte. Là également, je fais un nœud coulant pour faciliter quand je vais vouloir attacher. Pour la première boîte, le début du travail, vous allez mettre les ficelles là, au niveau des fentes. Il y a des fentes latérales sur la botteleuse. Deux fentes latérales, une fente latérale en bas et une fente latérale en haut. Et c'est là que je mets un des fils dans la fente latérale, ici, là, et je mets le deuxième dans la fente latérale au-dessus. Au-dessus. Ça, c'est pour la première botte. Parce que pour les suivantes, ce sera les bottes suivantes qui vont venir faire sortir les précédentes. Et lorsque j'ai mis les fils, je ferme le couvercle. Le couvercle est fermé et condamné parce qu'il y a une manette pour fermer cela. Et je me rassure que mes ficelles effectivement sont bien équilibrées avant de les laisser. Et ensuite, nous allons mettre le foin au niveau de l'entrée. C'est là l'entrée. Et avec le piston, nous allons chaque fois pousser jusqu'à ce que le cylindre soit plein. Et lorsqu'il sera plein, nous allons effectivement attacher les ficelles que nous allons vous montrer en détail avant de continuer à mettre encore du foin. C'est la seconde boîte qui va pousser la première boîte à sortir. Quand c'est plein ici, on ne peut pas tirer sortir, on ne peut pas ouvrir la botteleuse. C'est une autre boîte qui fera sortir celle qui était faite avant. La botteleuse ainsi appareillée pour le compactage, il faut procéder à l'enfouissement du foin dans le cylindre. Enfouir le foin et compacter, c'est un exercice qu'il faut répéter à plusieurs reprises pour obtenir de bonnes bottes de foin. Lorsque la première botte est bien compactée, il faut arrêter la presse pour attacher les ficelles. Lorsque le cylindre est plein, nous allons tirer sur les fils et les faire passer pour la première boîte là, vous voyez, simplement ici. Et l'autre s'y passe de l'autre côté, simplement ici. Et l'autre côté, nous allons passer effectivement dans le même système. Et nous allons venir passer les fils par dessus la botte et qui passe au niveau de l'entrée pour revenir par là pour la première botte. Et nous allons sortir celle qui est en bas également dans le même ordre par la fente du bas et elle se retrouve également de ce côté. Et lorsque nous avons fini de sortir ces fils, ce que nous allons faire, on va presser la botte. Presser. On va presser au maximum, bloquer, et on va tirer les fils au maximum. On tire les fils au maximum avant d'attacher. Voilà. Donc, comme j'avais déjà fait des nœuds coulants, je passe le fil dans le nœud coulant et ça me permet d'attacher facilement. Je tire très bien de chaque côté pour me rassurer que mon nœud coulant a pris. Et je procède au blocage de la ficelle. Là, terminé. On peut doubler si l'on veut, mais ce qui est sûr, ça ne peut plus partir. Pour le bas, c'est la même chose. Je me rassure que ça a bien pris. Voici, bien bloqué. Je passe le fil dans le nœud coulant et je tire. Je tire, soulève un peu. Voilà, c'est bon. Voilà,
pour que vous voyez très bien. Vous voyez, dans le nœud coulant, vous voyez, ça a pris. Je tire bien là-dessus. C'est arrivé à terme. Et je bloque. Là. Et même une deuxième fois. Terminé. Là, j'ai fini avec la première botte. Je peux ouvrir maintenant le piston, l'entrée. Et lorsqu'on ouvre maintenant l'entrée pour la deuxième botte, je ne mets plus les fils de l'autre côté, mais je vais mettre maintenant les fils au niveau de l'entrée. Effectivement, je passerai une ficelle en bas, là, et une ficelle en haut, là. Voilà. Et on peut toujours continuer à faire le tremper, attraper, se rassurer que les fils sont au même niveau avant de continuer le travail. L'ouverture et la boîte est déjà prête. Après avoir attaché les ficelles de la première botte compactée, il faut recommencer à enfouir le foin dans le cylindre et à compacter pour obtenir la seconde botte. C'est la seconde botte qui viendra expulser la première botte du cylindre. Le même exercice est répété pour les bottes suivantes. Mais quels sont les avantages de la mise en botte compactée? Et l'avantage de la mise en botte du foin, vous voyez que tout le gros lot qu'on avait ici a été compacté en quelques bottes qui sont là. Donc ça permet de réduire l'espace qui se trouve au niveau du fenil où vous allez conserver votre foin. L'autre avantage également de la mise en botte, c'est de voir le poids. Ici nous avons, par exemple cette première botte là, est environ à 10 kg. Et là ça va bien sécher, elle sera autour de 10 kg, puisque actuellement c'est encore humide. Ça dépasse légèrement 10, mais elle va se stabiliser à 10 kg comme poids. On va peser d'autres bottes pour voir. Mais l'avantage c'est de connaître le poids moyen des bottes. Et après ce poids moyen, vous pouvez savoir quelle quantité de foin vous avez à l'intérieur. Et quel est le poids moyen d'une botte. En fonction de votre troupeau, du poids de vos animaux, vous pouvez savoir quelle quantité de fourrage vous pouvez donner à chaque vache chaque jour pour son alimentation ou à chaque taureau pour l'embouche. Et en fonction de cela et de votre quantité, vous pouvez savoir que je peux nourrir tant d'animaux pendant tant de temps, soit en 6 mois ou en 8 mois ou toute l'année, en fonction du poids que vous avez à l'intérieur. Et lorsque vous prenez une boîte, vous savez que j'ai 10 kg et que si chaque animal a besoin de 3 kg, je peux nourrir 3 vaches. Si chaque animal a besoin de 5 kg, je peux nourrir 2 vaches dans la journée. Voilà l'avantage également de la mise en botte compactée du fourrage. Le second outil de mise en botte compactée est le caisson ou le moule à foin. Il est fabriqué à l'image du moule à briques. Cet outil a l'avantage d'occuper moins d'espace et d'être facilement transportable. Les bottes peuvent donc être produites sur les lieux du fanage. Mais comment préparer ce moule pour réaliser des bottes de foin compactées? Pour commencer également, nous avons toujours besoin de ficelles et le fil, comme je dis toujours, comme c'est ça qui sera à l'intérieur, pour avoir un espace pour la coupe, nous allons prendre notre fil et nous allons faire le tour du cylindre. On va faire le maximum de tours et à la fin, on va couper. Donc nous sommes sûrs qu'en ce temps, tous les fils ont la même dimension pour pouvoir faire le tour de la botteleuse. Donc on coupe ici et on obtient des ficelles doubles. Et ces ficelles doubles, comme je l'ai dit également, nous allons les détacher pour pouvoir économiser non seulement du fil, mais aussi réduire l'impact des déchets sur l'environnement. Donc on se retrouve effectivement avec des fils individuels que nous allons utiliser, donc 3 pour cette botteleuse. Donc le principe est simple, la botteleuse moule à foin est posée à terre, nous allons passer un fil à l'intérieur, là, à ce niveau, il y a des crochets qui sont là, un fil est passé là, il sera posé au milieu. Nous allons passer un deuxième là, à l'intérieur, là où on a mis les crochets, effectivement. Et pour renforcer effectivement la solidité de notre botte, pour que ça ne se détache pas, nous allons passer également un troisième en transverse. Troisième fil transversal. Une fois les ficelles bien positionnées,
Il faut remplir le moule de foin. Le producteur doit régulièrement monter sur le foin tassé dans le moule pour qu'il soit bien compacté. Remplir le moule, monter là-dessus, c'est l'exercice qu'il faut répéter à plusieurs reprises avec le moule à foin pour obtenir des bottes de foin compactées. Dès que le foin est bien compacté, soit on fait sortir la botte en tirant sur les ficelles, soit on ouvre le moule pour libérer la botte avant de le refermer et ensuite le préparer pour produire la botte suivante. La troisième méthode est celle du moule en fosse. Adapté pour les producteurs à faible revenu, ce moule peut être construit en profondeur ou en hauteur avec des dimensions variées. Pour cette méthode, les ficelles doivent être attachées à des bois qui sont fixés sur les bordures de la fosse. Les bois fixés permettent d'immobiliser les ficelles pendant le compactage. Mais comment compacter du foin dans une fosse? Pour ce moule en fosse, nous avons une largeur de 50 cm, la longueur fait 70 cm et la profondeur 40 cm. Comme notre moule en fosse n'est pas crépi, on a décidé de mettre un sac à l'intérieur pour ne pas salir la botte qui va y sortir. Après avoir placé le sac, on met une corde solide qui va faciliter l'extraction de la botte. Après ça, maintenant, on place les ficelles qui vont servir à attacher la botte. On place la première ficelle dans le sens de la longueur et les deux autres dans le sens de la largeur, de sorte à diviser la longueur en 3 parties. Une fois que le dispositif est en place, il faut enfouir le foin et le compacter jusqu'à obtenir une botte homogène. Le producteur devra marcher à plusieurs reprises sur le foin pour le tasser au maximum. Une fois que la botte est compacte, on tire sur la corde d'extraction qui est accrochée à un piquet à l'une des extrémités de la longueur de la fosse. Après la production et la pesée des bottes de foin, il faut les transporter dans un fenil. Nous sommes ici dans le fenil, c'est ça que nous appelons un fenil, c'est le magasin de foin ou encore grange à foin, c'est ça que nous appelons le fenil. Chacun peut construire son fenil selon ses capacités et ses moyens. Donc le fenil peut être en matériau définitif, comme il peut être en banco, comme il peut être en paille, selon ses capacités et ses moyens, comme je le dis. Et il y a le nombre d'animaux que vous devez nourrir. Si vous avez un grand troupeau, vous pouvez faire un grand fenil. Si vous avez un petit troupeau, vous pouvez faire un petit fenil. Et comme je dis, l'autre élément qu'il ne faut jamais oublier, je peux faire du foin, le stocker pour le vendre. Je peux le vendre immédiatement après l'avoir confectionné. Quand je peux garder ce foin et le vendre à la période où il n'en est plus sur le marché et avoir encore beaucoup plus d'argent. Donc, le fenil doit être étanche de telle sorte à ce qu'en cas de pluie, il n'y ait pas de l'eau qui va couler sur votre foin. Le sol également doit être stabilisé de telle sorte à éviter le maximum de thermie qui peut remonter du sol et de l'humidité qui peut remonter. Et pour disposer le foin, il faut avoir des claies. Ça, c'est une clé qui est fabriquée avec des bois et d'eucalyptus, très simplement. La clé doit être au moins à peu près à 50 cm du sol pour éviter que l'humidité ne puisse monter et pour éviter que des termites et autres ne puissent remonter. Si vous prenez la base, on met du sel pour empêcher les termites de s'en approcher parce que les termites ont toujours peur du sel. Donc la clé est installée de telle sorte que quand je mets les boîtes de foin là-dessus, que ça ne passe pas à travers les trous pour toucher le sol. Et je laisse un espace entre le mur et la clé, à peu près 80 cm à 1 mètre, pour qu'il y ait toujours de la circulation d'air. Donc il faut éviter, comme je dis, que le foin touche le sol, que ça touche les parois du mur et que ça ne touche pas aussi le plafond. Et je classe aussi par nature de fourrage. Au fond, nous avons les résidus de récolte. Ici, ce sont les tiges de maïs que nous avons. Ensuite, nous allons classer à part les légumineuses, qui peuvent être des résidus de récolte ou bien du fourrage cultivé. Et nous allons classer aussi les graminées à part, de telle sorte que quand nous voulons servir les animaux, qu'on puisse avoir accès à tous les éléments en même temps, pour faire une combinaison pour donner aux animaux, afin que l'animal puisse rentabiliser l'énergie et la matière azotée qui se trouvent dans les différentes plantes que nous allons stocker. Les bonnes pratiques de gestion durable des terres contribuent à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Dans le domaine de l'élevage, utiliser les méthodes appropriées de fauche et de conservation du fourrage naturel participe non seulement à la modernisation du secteur,
mais aussi à la durabilité des ressources fourragères, tout en améliorant les conditions de vie des éleveurs. Ça, Isaka Kinore et les autres éleveurs de Kokolgo l'ont compris. Pour lui, protéger l'environnement, c'est garantir la pérennité de leurs activités. Tondo wiyoga yilla haya ni bo mpaten gom ji jangu soye la wa ko ko kana wa han pa mi nyo ga ya gamese ton wiyoga ka be patak le nyoye len ton fana ta ba jibne ti wiyoga la nyoye hinne yile ti wiyoga ramen mi ha men mi ton mi tum samam